bonjour, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne des frissons, des émotions. L'invité du jour, c'est, vous allez voir, il est dramaturge, poète, romancier d'origine algérienne. Il vit désormais au Canada, voyage énormément. Il est l'auteur, entre autres, de Allah au pays des enfants perdus, et puis aussi auteur de J'épouserai le petit prince. Karim Akouche, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, depuis notre dernier entretien, tout se passe bien? Exactement. Je suis venu pour parler d'un essai. La dernière fois, c'était pour parler d'un roman. Exactement, La religion de ma mère. Et puis là, c'est un essai, c'est vrai, des chroniques d'un monde désorienté, Lettre à un soldat d'Allah, aux éditions Écriture. Eh bien, commençons sans plus tarder au fil des pages. Karim Akouche, tout d'abord, votre ouvrage rassemble donc des chroniques. Des chroniques que vous avez écrites dans différents magazines, revues, quotidiens. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rassembler toutes ces chroniques? C'est mon éditeur déjà qui a apprécié mes chroniques. Et en même temps, d'autres amis qui ont lu dans divers journaux ces chroniques m'ont demandé pourquoi ne pas en faire un livre. La première chronique a été publiée en 2013 au Canada. J'ai réagi à un congrès de prédicateurs. Ils sont venus de France, pour la plupart, pour prêcher la haine. Et donc j'ai pris la plume pour dénoncer ce que j'appelle le fascisme vert, Oui. donc l'intégrisme. Ça a commencé par cette chronique. A été publié dans le Huffington Post en français et en anglais. Donc à un moment donné, ça a créé un débat et je me suis dit pourquoi ne pas réagir de temps en temps à ce qui se passe dans le monde. En effet. Et quand vous réagissez, ça saigne, vos mots ne sont pas tendres, vous y allez vraiment très durement, vous avez raison. Alors, en fin de compte, votre livre « Lettre à un soldat d'Allah », c'est vraiment l'islamisme que vous dénoncez, ses travers, pas les musulmans modérés, mais vraiment le musulman intégriste. Alors, vous le reprochez quoi, en fin de compte, d'interpréter à sa façon le Coran pour terroriser? Mais je crois avoir trouvé une réponse sur mesure à des gens qui instrumentalisent le mot islamophobie à des fins politiques. Et même l'islamisme à des fins politiques, et même la religion à des fins politiques. Pour moi, critiquer l'islam est un droit. Combattre l'islamisme et le djihadisme est un devoir. Par contre, haïr les musulmans, c'est la haine, donc c'est un délit. Donc je crois avoir trouvé cette formule comme réponse adéquate à des gens qui sèment la confusion. Il faut faire la part des choses. Le mot islamophobie, déjà, si on le divise en deux, ça va donner islam et phobie. Phobie, c'est la crainte. Donc, je dirais, c'est une réaction instinctive. C'est comme quelqu'un qui a peur des acariens ou autre chose. Donc, l'islam, c'est un texte. Pour les uns, c'est un texte divin, d'autres non. C'est une idéologie. Donc, nous avons le droit de le critiquer. L'islamisme encore plus. Davantage. Parce que l'islamisme, c'est quoi? C'est l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Donc, à mon avis, il faut pas le prendre à la légère. C'est pas du folklore. D'ailleurs, pour moi, le niqab, c'est pas un vêtement innocent. Pour moi, c'est un vêtement, un étendard idéologique. D'ailleurs, c'est vrai, dans votre ouvrage, vous adressez à ces femmes qui portent le niqab, le voile intégral, et vous appelez à la rébellion, à la révolte. Réveillez-vous. Réveillez-vous, oui, à l'indignation également. Et moi, quand j'écris, je me lève le matin, et dès que je vois quelque chose qui me dérange, j'écris. Mais je ne suis pas quelqu'un qui appelle la rébellion pour dire, voilà, prenez les armes, etc. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait un débat. Là, je suis pour la liberté d'expression, il faut dénoncer l'intolérable. Il ne faut pas prendre à la légère donc, l'islamisme, parce que j'ai vécu l'intégrisme en Algérie. D'ailleurs, ma famille a été touchée de près, notamment un cousin qui a été assassiné. Au moins 200 000 à 300 000 assassinés en Algérie par
l'intégrisme islamiste. Oui, Donc il ne faut c'était pas le prendre à la GIA à légère. l'époque. Donc voilà, j'écris sur autre chose également. Je dénonce l'islamisme et ses avatars, mais également le consumérisme. Oui. Je défends la liberté d'expression et parfois je fais des réflexions sur notre monde qui chavire. Alors justement, pour dire cette liberté d'expression et aussi cette liberté de mouvement, de s'habiller comme on veut, si par exemple, je reviens sur ces femmes qui portent le voile intégral, si par exemple, c'est par conviction, par la foi qu'elles veulent porter, comment traduisez-vous ça justement? Est-ce que pour vous c'est encore une soumission ou alors pourquoi on ne peut pas afficher sa foi? Dans le texte d'ailleurs d'Échir ton niqab, je dis que la liberté dans la soumission n'existe pas. Parce qu'il y a des femmes qui disent, voilà, au nom de la liberté individuelle, j'ai le droit de porter le voile intégral. Mais est-ce que réellement ces femmes qui portent le voile intégral sont libres? Donc pour moi, ça c'est un avis, voilà, c'est mon avis. Oui. La liberté dans la soumission n'existe pas. Parce que la plupart sont instrumentalisées. Après, je sais pas. Après, moi, si je fais un petit saut dans le passé, moi, la première femme voilée que j'ai vue en Algérie et en Kabylie, lorsque j'avais 18 ans. Donc c'est ça. Donc, lorsqu'on a laissé les islamistes travailler le terrain, on a donc poussé, on a fait l'intimidation. Dans ce livre-là, j'ai écrit un texte où j'ai fait le portrait, j'ai brossé le portrait de l'islamiste en fossoyeur du monde. Donc je raconte toutes les étapes, comment naît ce monstre islamiste et comment il dévore tout. Voilà, ça commence par étapes, ça commence par l'intimidation. Ça commence. Au début d'ailleurs, lorsque j'étais jeune, c'était folklorique pour moi. Je voyais les hommes barbus, parfois même je les confondais avec des Pères Noël, mais qui n'offraient pas de cadeaux. Ça a commencé comme ça. À un moment donné, on jetait de l'acide sur des femmes qui refusaient de porter le voile. Après, on a commencé à organiser des manifs dans des stades et à dénoncer les impies, la femme libre, les juifs, les chrétiens, etc. Après, à un moment donné, ça a donné voilà, des bains de sang. Donc, il y a eu des massacres à grande échelle, comme le massacre de Bentalha, 800 à 1000 personnes égorgées. Donc, il ne faut pas prendre l'islamisme à la légère. Dans votre ouvrage également, vous revenez sur ces attentats qui ont bouleversé une partie de l'Europe et puis aussi le continent africain avec Boko Haram, Charlie Hebdo, le Bataclan, le drame aussi aux aéroports en Belgique, en Allemagne, en Espagne. D'ailleurs, vous y étiez à quelques minutes du drame sur l'avenue des Ramblas. Donc on a l'impression que c'est vrai que tous ces actes terroristes n'aident pas en fin de compte à la bien-pensance de la religion musulmane. Oui, dans ce livre, j'accuse certainement les islamistes, mais à mon avis, même les bien-pensants, les bien-disants sont responsables quelque part. Pourquoi? Parce que ils n'agissent pas, ils se taisent. Parce que déjà, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'ils accusent beaucoup plus quelques intellectuels d'être des islamophobes alors qu'ils dédouanent les islamistes. Et si on va mettre, même si j'aime pas le terme islamophobie, si on va mettre entre guillemets ces islamophobes d'un côté sur une balance et de l'autre côté les islamistes djihadistes, il passe pas grand-chose. Les islamophobes entre guillemets ne tuent pas. Ceux qui tuent sont les islamistes, les intégristes, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose de confus. On assiste d'ailleurs à la perversion de la vérité, à la confusion du jugement, ce que j'appelle moi d'ailleurs dans ce texte même, l'un des 10 textes, où je parle du confusionnisme. Oui. La confusion non seulement des sentiments, en pensant à Stefan Zweig, la confusion des idées. On a du mal à juger, à dépassionner le débat et regarder avec des yeux clairvoyants. Qui es-tu qui? À mon avis, c'est clair. Certainement, il faut dénoncer l'extrême droite également en Europe. C'est vrai, la haine existe également. Un peu partout d'ailleurs dans le monde. Même en Algérie, la haine anti-noire existe en Algérie. Oui. Donc il y a même un texte sur ça. Vous en parlez. Oui, oui. Ne pas le dire, à mon avis, un écrivain, un artiste doit dire ce qu'il pense.
il ne va pas le dire pour plaire, il ne va pas le dire pour déplaire également. Il dit ce qu'il voit. Là. En même temps, sa vérité à lui, je crois, est valable peut-être à l'instant T, peut-être demain pourrait être un mensonge, ou la vérité éternelle, je ne sais pas. Mais moi, je ne défends pas la vérité absolue, je défends ma vérité à moi. Mais dès que je vois quelque chose me dérange, je le dis. Ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est risible. On est gouverné par un nécrocrate. Alors justement, vous en parlez beaucoup du président Bouteflika, vous le cassez, on a l'impression que il souhaite se représenter pour un 5e mandat. Et là, dans votre ouvrage, je dis, mais attendez, c'est du n'importe quoi. Et c'est à mon avis, une pièce de théâtre de Shakespeare, mais ratée. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un moyen, un frein? Ce président est un frein à l'islamisme? Oui, ce qu'on dit, mais le problème, on peut peut-être lui reconnaître quelque chose. Peut-être, à un moment donné, il n'y a plus d'attentats en Algérie. Mais le problème, c'est qu'il a fait quelque chose de grave également, c'est que maintenant, l'islamisme fait partie des institutions algériennes. Ouais. Donc, l'Algérie s'islamise davantage, avec Bouteflika. Donc à long terme, peut-être parce que l'islamisme, c'est le djihadisme, c'est l'islam d'hier. Donc l'islamisme deviendra un jour du djihadisme. Donc peut-être maintenant, il n'y a pas beaucoup d'attentats en Algérie, c'est très rare, mais j'espère que demain, il n'y en aura pas. Mais, oui. Donc il a trouvé une ruse pour faire participer, pour, à vrai dire, freiner le djihadisme en Algérie, mais il a fait participer les islamistes au pouvoir. Donc les islamistes gouvernent en Algérie. On parle de djihadisme, on va revenir bien sûr sur Bouteflika et puis l'Algérie, parce que vraiment votre pays, on a l'impression même que vous êtes chauvin, vous défendez votre culture, la langue tamazirte, l'ethnie amazirte aussi, enfin j'espère que je prononce bien, mais il y a cette lettre de Gouda, c'est ça, Godia, c'est une petite fille qui demande, mais c'est quoi, pourquoi une guerre sainte, mais une guerre n'est pas sainte? Oui, certainement. Toutes les guerres sont barbares. Donc il n'y a pas de guerre douce. Toutes les guerres sont atroces. Donc Godia, c'est un personnage de mon conte J'épouserai Petit Prince. Pour faire simple, un petit résumé de ce conte, c'est une petite fille qui va faire le vœu d'épouser le Petit Prince, le personnage d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais ses parents vont lui dire non, le Petit Prince est un personnage fictif et il n'existe pas. Mais elle va faire tout pour l'épouser. Donc, lorsqu'il y a eu la tragédie de Charlie Hebdo, le Bataclan et d'autres, oui. Boko Haram, etc., oui. Les années, donc, on va dire 2015, 2016, 2017, oui. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas donner la parole à ce personnage, à cette fille innocente, pour essayer de raconter la misère du monde à sa façon, avec des mots d'un enfant. Donc, va faire une lettre ouverte au prophète Mahomet. Mais juste pour revenir au terme chauvin, oui, je crois je l'ai utilisé entre guillemets pour oui. dire, si je défends ma kabylie et mon amazérité, c'est pas par chauvinisme. Je pense que cette culture nord-africaine et africaine, et toutes les cultures anciennes, il faut les défendre. Parce que ce sont des cultures qui font partie du patrimoine de l'humanité. Là, je vois les intellectuels qui se disent de gauche alors qu'ils n'ont rien de gauche chez eux. Ils n'ont pas ces valeurs de la gauche. Chez eux, quand soi-disant ils défendent l'islam, ils disent que l'islam est la religion des pauvres, alors qu'il y a d'autres religions de pauvres, notamment ma langue maternelle, notamment ce qui se passe au Kurdistan en ce moment. Pourquoi ne pas défendre le kurde ? Pourquoi ne pas défendre d'autres cultures qui subissent le diktat de l'arabo-islamisme un peu partout dans le monde? Et parce que vous dites, moi je ne suis pas arabe. Oui, encore une fois, si je dis ça, c'est pas la haine de l'arabe. Je dis ça parce que c'est vrai, je ne suis pas un arabe. Ma langue maternelle, c'est le kabyle. C'est une langue africaine d'ailleurs. C'est un peu dommage d'ailleurs, quand je me présente comme africain, il y a des gens qui me disent « Mais non, vous n'êtes pas africain. » Je suis africain, je viens de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, il y a un texte, lettre, l'Afrique doit retrouver son or. L'Afrique, pour moi, a perdu son or. Donc, oui, je ne suis pas arabe, je suis kabyle, nord-africain, méditerranéen, et je critique, je dirais, l'arabo-islamisme. Cette idéologie qui a détruit plusieurs cultures, il faut le dire. Hein. Et quand je dis ça... Je n'ai aucune animosité envers la langue arabe. D'ailleurs, je lis quelques auteurs arabes
Et j'aime cette littérature, notamment Naguib Mahfouz, etc. Et d'autres, il y en a plusieurs. Et j'aime l'écrivain palestinien Mahmoud Darwish, il y en a d'autres. Donc, à mon avis, toutes les langues se valent, mais les idéologies ne se valent pas toutes. Oui. L'arabisme, c'est une idéologie, c'est pas la langue arabe. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte où je dis, publié je crois dans Jeune Afrique, l'Algérie arabe est une imposture. Oui, en effet. Moi, en écrivant en français, il y a des idéologues algériens qui m'accusent de travailler pour le Parti de la France, ce qu'ils appellent le Hizb français. Après, je leur réponds, et vous qui écrivez en arabe, pourquoi je ne vous accuse pas de travailler pour le Parti de l'Arabie? Voilà, donc il y a deux charges de balance, deux poids, deux mesures. Donc, je crois, en Afrique du Nord, il y a une mosaïque de peuples, il y a plusieurs cultures. Il ne faut pas qu'il y ait de la ségrégation entre ces cultures. Elles se valent toutes. Et il faut dire la vérité également, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé avec l'arrivée des Français, juste après. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du vocable Algérie. Si vous l'avez dit... Exactement, dans la lettre aux intellectuels algériens, je leur dis, le mot Algérie est né au Café Les Domagou, à Saint-Germain-des-Prés. C'est le maréchal Schneider, en 1839. À un moment donné, il était en réunion avec ses collaborateurs. À chaque fois, l'appellation possession française en Afrique du Nord revenait. Long. Alors il leur a dit, voilà, on va faire simple, il faut qu'on trouve un raccourci. Donc ils ont pris le mot Alger, qui existait depuis longtemps, ils l'ont extrapolé, ça a donné Algérie. Donc est-ce que le dire, c'est haïr l'Algérie, ou haïr les Algériens? Non, c'est dire l'histoire, la vérité historique. Dans votre ouvrage, vous abordez aussi... disons, on va dire, des poèmes. Voilà, vous écrivez des poèmes, mais selon l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, vous vous adressez à Aylan, le petit garçon. Ça s'appelle Le cimetière, il me semble, marin. Voilà, l'enfant du cimetière marin. Donc, c'est un poème comme ça pour dédier à ces migrants qui meurent dans cette mer Méditerranée, un cimetière à ciel ouvert. Il y a aussi cette complainte pour Haïti. Donc, ce sont vraiment des poèmes d'amour et de révolte. Oui, le texte L'enfant du cimetière marin, je l'ai écrit suite à la mort de ces migrants en Méditerranée qui ont fui d'ailleurs Daesh et le boucher Assad, etc. Donc j'écris ça, il y a même des gens, c'est pour ça que quand je dénonce l'islamisme, il faut faire la part des choses. Il y a parfois des gens qui récupèrent mes textes à des fins idéologiques, l'extrême droite, par exemple. Mais moi, j'essaie de faire des nuances. Je dis à ne pas confondre les étrangers et les islamistes. Il y a même parfois des gens qui ont mal compris mes messages. Ils m'ont écrit, Karim, pourquoi tu écris sur les immigrants? Je leur ai dit, mais moi je suis étranger. Je vis au Canada, mais je suis étranger. J'ai vécu 23 ans en Afrique du Nord. Donc il faut faire la part des choses. Donc, on peut dénoncer l'islamisme, mais en même temps, il faut dénoncer l'extrême droite. Voilà, les deux. Donc, tous les extrémismes se rejoignent. Donc, ceux qui essayent de récupérer mes textes, ils peuvent me trouver comme une gopie, prête à exploser à leur face pour leur dire, voilà, non, personne ne pourra récupérer la vérité. Voilà ce que je dis. Après, c'est ma vérité à moi. Mais il faut faire attention à tout ça. À ne pas mettre l'étranger, l'islamiste, le djihadiste dans le même sac. C'est pas la même chose. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Même si le mot, je l'aime pas. J'aime pas le mot parce que... Vous dites pas d'amalgamisme, un truc. Oui, parce que les gens qui utilisent ça, parce que je crois ils sont paresseux intellectuellement, parce qu'ils font pas l'effort de comprendre les nuances. Dès qu'il y a un attentat, ils m'ont dit pas d'amalgame. Mais qui fait l'amalgame? Quand j'écris ces textes, je fais pas d'amalgame. Je le dis noir sur blanc. Je fais la différence entre le musulman et l'islamiste. Et le djihadiste, c'est pas la même chose. Mais eux, dès qu'on dénonce l'islamisme et le djihadisme, ils ne donnent pas d'amalgame. Non, c'est trop simple. Merci beaucoup, Karim Akouche, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à carte sur table.
Alors Karim Makouche, pour cette deuxième partie d'émission, Carte sur table, votre recueil va être adapté au Festival d'Avignon en juillet prochain. Alors c'est-à-dire, comment ça se passe? Ce sont des chroniques. Les acteurs vont jouer, vont lire vos chroniques? Non, ça va être une sorte de monologue, va être joué par un seul comédien, français, je crois, d'origine marocaine. La mise en scène, j'ai de la chance de le connaître, c'est Alain Timard, qui a travaillé sur des textes très connus, des dramaturges comme Ionesco, Beckett et d'autres, hein. Donc, ils sont en train de travailler déjà sur les textes. Le comédien va jouer un poète engagé. Donc ils vont choisir des textes, il y aura de la musique, il y aura toute une mise en scène de tout ça. Donc ça va faire une pièce de théâtre au sens propre du terme. Alors comme vous êtes dramaturge, est-ce que vous allez adapter vos chroniques sous forme de textes théâtraux ou... Pas vraiment, c'est un choix. Donc je pourrais éventuellement, s'ils ont besoin de moi, répondre à leurs questions. Mais je préfère découvrir ça à la première présentation de ce texte. Parce que soit on va s'engager pour la mise en scène, soit on va laisser le metteur en scène travailler tout seul. Mais là, j'ai laissé le grand Alain Timard, d'ailleurs c'est le directeur du Théâtre des Halles d'Avignon, qui a travaillé avec les grands de ce monde. Hein, donc j'ai hâte de découvrir cette mise en scène. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en juillet, ça va exploser. Enfin, vous serez... oui, enfin, on s'est compris. Mais ce qui est intéressant, il y aura en même temps un débat, je crois le 21 juillet, sur la liberté d'expression. Oui. Donc je parlerai devant des gens pour dire, voilà, il faut faire attention à la liberté d'expression parce que son champ d'expression se réduit. En effet, parce que quand vous dites se réduit, votre liberté d'expression, vous êtes menacé. Oui, je reçois des menaces. D'ailleurs, mon dernier livre n'a pas été censuré, mais moi j'ai été censuré en Algérie. Récemment également, j'ai reçu quelques menaces sur Internet. Mais après, il faut faire avec. Hein. Ils utilisent ces armes pour faire taire les libres penseurs. Mais il ne faut pas, à mon avis, céder à ces intimidations. Il faut dire ce qu'on pense, que ça plaise ou non. Et au-delà de ce qu'on pense, il faut faire de la poésie, parce que le monde manque terriblement de poésie. Donc j'aimerais bien d'ailleurs prendre un petit peu du recul pour travailler une œuvre en dehors de tous ces sujets, écrire sur autre chose, écrire des contes, peindre des roses, peindre la paix, mais ça c'est dans les rêves, hein. J'aimerais faire ça, mais je finis toujours par être rattrapé par l'actualité, ce qui se passe. Ce chaos mental et physique qui règne dans le monde. Donc, j'ai pas le choix. Donc. Mais au Canada, où vous vivez actuellement, tout se passe bien. Il y a... Oui, c'est paisible, mais l'islamisme, à mon avis, est en train de pousser à l'ombre des institutions canadiennes. Le problème, c'est le multiculturalisme. Je le critique ici, oui. Parce que je fais également mal définir les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est Camus qui a dit ça, il a raison. Je suis pour la diversité culturelle, mais je suis contre le multiculturalisme parce que le multiculturalisme, ce n'est pas la diversité culturelle. C'est une idéologie. D'ailleurs, tous les mots qui se terminent avec isme, c'est des idéologies. Donc je suis très méfiant. Et il y a une certaine condescendance, une arrogance envers l'étranger. C'est-à-dire quand on reçoit des étrangers, on va lui dire nous sommes multiculturalistes, mais on les regarde de haut. Donc on les méprise quelque part. On essaie de leur dire voilà, il ne faut pas vous intégrer, il faut venir dans vos ghettos, dans votre communauté, vivre entre vous. Alors que non, ce n'est pas la diversité culturelle, c'est la fragmentation de la société. Et en même temps, au Canada, lorsqu'on a institutionnalisé ce concept idéologique, parce qu'il y a une ruse derrière, c'est le père de l'actuel Premier ministre qui l'a fait. Trudeau. Oui. Son père Trudeau également, Pierre Elliott Trudeau. Il a fait ça pour faire du peuple québécois un peuple comme un autre. Parce que les Québécois veulent avoir leur indépendance. Donc pour faire du peuple québécois, pour le faire taire,
Il a fait de lui une communauté comme une autre. Et en même temps, ce qui est dangereux, c'est que dans une société multiculturaliste, il y a un rapport de force. Enfin, il y a la concurrence entre les communautés. La communauté la plus active, c'est elle qui va gagner au bout du compte. Et on peut changer des lois. Le texte Déchire ton niqab, pourquoi je l'ai écrit, c'est une Pakistanaise. À un moment donné, est allée pour devenir citoyenne canadienne, et est allée avec son niqab. Et le juge lui demande de l'enlever, elle a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il y a un lobby multiculturaliste et soutenu par des islamistes et les wahhabites. Et les wahhabites, il a cherché un avocat qui va la défendre, et au bout du compte, a gagné contre l'État canadien. Et du coup, maintenant au Canada, on peut devenir citoyen canadien ou citoyenne voilée entièrement. Donc ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas de loi figée, il n'y a pas de constitution, c'est une idéologie. Et le plus actif, c'est lui qui impose ses lois. C'est pour ça que je critique le multiculturalisme. Mais je suis pour la diversité culturelle. D'ailleurs, j'ai été même désigné comme ambassadeur de la diversité culturelle à Montréal, au mois de mars dernier. Et qu'est-ce que vous y faisiez? Quelles étaient vos actions, vos missions? Là, j'ai accordé un entretien au site, comment il s'appelle, la vitrine culturelle. J'ai parlé de ce que j'aime au Québec, de ce que je n'aime pas. J'ai invité des gens à aller voir des spectacles, des pièces de théâtre, etc. Et sincèrement, je suis honoré d'être désigné comme ambassadeur culturel, même si c'est symbolique. Mais au moins, il y a des gens qui pensent aux gens qui viennent de la diversité culturelle. Mais par contre, les gens qui défendent le multiculturalisme n'invitent pas ces gens-là qui viennent d'ailleurs pour rejoindre la grande famille canadienne ou québécoise. C'est ça le paradoxe. Merci beaucoup Karim Akouche pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons découvrir maintenant votre coup de cœur. Votre coup de cœur, Karim Akouche. C'est un Kurde, un écrivain kurde, Oui. qui a écrit un livre que j'ai lu récemment. Il s'appelle « Les sables de Mésopotamie ». Oui. C'est un livre qui m'a marqué. Je l'ai rencontré lors d'un débat sur la langue française et la francophonie récemment. Et il est venu me voir, parce que c'est un Kurde, et moi je suis kabyle. Nous partageons non seulement le même vocable, je dirais, parce qu'il y a des gens qui confondent le vocable kabyle et kurde. Plusieurs fois en Amérique du Nord, on m'a dit « Ah, vous êtes kurde ?» Je leur dis « Je suis kabyle. Oui. » Mais au-delà de cette confusion de mots, moi j'invite les gens à confondre même le destin, parce que nous avons les destins très très similaires. Ne pas exister, être tous les autres, mais jamais soi-même, à mon avis, c'est terrible. C'est tragique. Donc ce livre m'a touché à bien des égards. Fawaz Hussein. Fawaz Hussein, il m'a touché déjà. Ça commence par voilà, le narrateur apprend la mort de sa grand-mère et de son père à l'aube. Et c'est un ami qui lui annonce cette triste nouvelle, enfin ces tristes nouvelles par téléphone, alors que sa grand-mère et son père sont décédés déjà il y a quelques semaines avant. Et là, il plonge dans le passé, il prend la plume pour écrire. Donc il va aller à la recherche du temps perdu, de son enfance, de sa terre natale, cette terre disputée par plusieurs belligérants. Il y a les panarabistes, il y a les Turcs d'un côté et maintenant les islamistes. Mais ce qui est intéressant, c'est cette poésie, cette douceur de l'enfant. Parce qu'il raconte. Mésopotamie, parce que Mésopotamie, ça date, c'était avant Jésus-Christ. Oui, mais le problème de cette terre, là où habitent les Kurdes, oui, on a créé des frontières. C'est des frontières artificielles. Oui. Par exemple, il raconte dans ce livre, parce que lui c'est un Kurde syrien, mais quelqu'un de sa famille, je crois, un aïeul, est enterré du côté de la Turquie. Ça n'a pas de sens, parce que ces frontières ont été créées par des colonisateurs. Et il y a des anecdotes qui m'ont touché, notamment une tragique, lorsqu'il était enfant.
les autorités syriennes de l'époque, pour financer la guerre d'Algérie, ont imposé même aux parents d'inviter leurs enfants, de payer des places de cinéma à leurs enfants pour financer la guerre d'Algérie. Mais il y a eu une tragédie, il y a l'incendie qui ravage le cinéma, et il y a eu entre 200 et 300 enfants martyrs. C'est tragique, il raconte cette scène. Il y a une autre scène qui m'a plu, je dirais, plus drôle. C'est un ingénieur autodidacte qui a inventé une fusée tout seul, et donc il travaillait tout seul, et même la soudure, il a fait tout le câblage, tout seul. Il a invité tout le village et toute la ville pour célébrer donc l'envoi au ciel de cette fusée. Et à un moment donné, lors la tentative de décollage, c'était un échec. C'était un échec. Et donc, ils ont égorgé des moutons, des repas, ils ont préparé toutes sortes de repas, etc., pour célébrer. Je crois la fusée s'appelle le Made in Mesopotamia. Et lui, a échoué, cet ingénieur qui a improvisé ce projet. Et il a vécu une déprime pendant, je crois, des semaines et des semaines, et n'est pas sorti de chez lui. Donc, il y a plein d'histoires dans cette grande histoire tragique qui a touché ce peuple qui est presque mien, le peuple kurde. Merci beaucoup, Karim Akouche, de nous avoir présenté votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu nous présenter votre dernier ouvrage, un essai, Lettre à un soldat d'Allah, chronique d'un monde désorienté, aux éditions Écriture. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, je veux dire, merci de votre fidélité. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur, toujours bourré de talent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.